Les employés de Sodexo sommés de libérer les installations qu'ils occupent, et nous parlerons également dans cette édition d'information du retrait de la scène politique du président du RPG, Père Paul-Mba Abesolo. Voici pour les titres, les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Le constat depuis plusieurs années est amer. Les commerçantes du marché de Kembo ont décidé de vendre à même le trottoir. Le constat a été fait ce matin par Fabiola Mengue et Bertrand Koumileka. Les routes du marché Kembo ont un visage désolant. Les commerçantes de ce marché ont aménagé un second marché sur les trottoirs destinés aux piétons. Comment expliquer un tel comportement alors qu'un marché est mis en place pour cette activité? Ces commerçants ne mesurent certainement pas les risques qu'elles accourent en étant pratiquement sur la route. En effet, on semble penser qu'elles adoptent ce comportement peut-être parce qu'elles estiment que la marchandise s'écoule plus vite en étant là qu'à l'intérieur du marché. Mais les risques sont énormes. Ces commerçantes sont exposées à des accidents de tout genre. Le danger qui pousse plus à la stupeur est celui des piétons qui, à longueur de journée, sont obligés d'emprunter la chaussée car ils en sont obligés. Petite leçon, le trottoir est une partie surélevée d'une rue située sur le côté et réservée aux piétons. Donc, mesdames, cet endroit n'est pas fait pour exposer les marchandises. L'interrogation qui taraude les esprits est de savoir où se trouve la mairie face à ce genre d'agissement. C'est-elle la seule à remettre cette situation dans l'ordre car les populations en ont besoin? En désaccord avec leur direction générale, les employés de Sodexo au Gabon n'entendent pas libérer les installations qu'ils occupent tant que leur situation ne sera pas clarifiée. Ils dénoncent également la liquidation en cours du patrimoine de l'entreprise en violation de l'article 183 du Code pénal. Les précisions avec Pierre Parfait Badikoum et Bertrand Koumileka. Les employés de Sodexo Gabon sommés de libérer les installations de ladite société suite à des difficultés financières, n'entendent pas se laisser faire. Regroupés au centre de formation, ils décident de camper en ce lieu tant que leur situation ne sera pas clarifiée. Le refus de libérer les installations de Sodexo Gabon est amplifié par la liquidation en cours des actifs de Sodexo en violation de l'article 183 du Code pénal, ainsi que le projet nourri par certains responsables de cette entité de quitter le territoire national, alors même que les créances privilégiées des employés ne sont pas traitées à ce jour. Les étudiants de l'université Omar Bongo sont privés de restauration depuis près de 6 mois suite à la fermeture du restaurant Sodexo, l'une des situations qui paralyse le fonctionnement de cette institution. Le constat a été fait ce matin par Johnny Lerbouya et Mosconi Ngonba. Depuis près de 6 mois, le restaurant Sodexo de l'université Omar Bongo, qui regorge le plus grand nombre d'étudiants au Gabon,
a fermé ses portes. Du côté des autorités universitaires comme ceux de Sodexo, aucune communication officielle n'a été émise pour édifier sur cette situation. Pour les étudiants, se nourrir est devenu un parcours de combattant. Parce que j'avoue qu'avant, après les cours, on pouvait directement venir, prendre quelque chose et retourner au cours. Mais là maintenant, il faudrait sortir de l'université. Et c'est un peu ce processus-là. Je veux dire, cette démarche-là qui est longue et parfois qui impacte sur, la journée. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'argent et qui sont parfois obligés d'aller chez eux pour manger et qui ne peuvent plus revenir continuer à suivre le programme. Et si vous avez un message pour nous nourrir, c'est très difficile. Pour certains ici n'ont pas de bourse, d'autres sont de familles démunies. Donc, par-ci, par-là, on essaie de se nourrir. Voyant la situation qui perdure et face au regard impuissant de leurs responsables, ces étudiants lancent un message au gouvernement. Essayer de trouver un remplaçant à Sodexo pour pouvoir aider les étudiants à, bien suivre leurs études. Déjà confrontés aux difficultés boursières qui généralement tardent à être soldées, comment se nourrir au-delà de 150 francs comme le feraient les services de Sodexo? Ces étudiants qui disent ne pas apprendre dans les meilleures conditions ont martelé ce qui suit. Ventre affamé n'a point d'oreille. Rien à voir avec ce qui précède la décision du ministère de l'Éducation nationale de limoger certains chefs d'établissement semble être de l'huile jetée sur le feu au regard de la crise qui s'accentue de jour en jour dans ce secteur. Les précisions avec Marielle Econ. À travers son communiqué final, le Conseil des ministres du 27 mars dernier officialisait le limogeage de 25 chefs d'établissement des lycées et collèges confondus pour des raisons de complicité dans la conduite de certaines actions ayant contribué à aggraver la crise dans le secteur de l'éducation. Une décision très vite contestée, du moins par les élèves du lycée Paul Emmanuel Yégué, quant à la mise à l'écart de leur proviseur. Après avoir manifesté dans l'enceinte de leur établissement, ils en sont sortis et ont mis le feu dans la rue. Un feu qualifié par certains observateurs avertis comme étant le symbole de ce qu'est l'école gabonaise de nos jours, émaillée de grèves à n'en point finir. L'absence de dialogue entre le ministère et les partenaires à l'éducation n'a fait que laisser planer des doutes d'une année tout au moins grise à défaut d'être blanche. Des inquiétudes demeurent car d'autres élèves pourraient emboîter le pas à ceux du lycée Paul Emmanuel Yégué qui comprennent mal ce changement à la tête de leur établissement à 3 mois de la clôture de l'année scolaire. Mais pour l'heure, les nouveaux promus sont attendus au pied du mur, tels des maçons, dans un environnement en perpétuel mouvement depuis la rentrée des classes. Sur un tout autre plan, la tenue des assises du dialogue national inclusif et sans tabou initié par le chef de l'État Libongo Ondimba est une lueur d'espoir pour une frange de la population tandis que l'autre pense le contraire. Reportage mis en image par Mosconi Ngonba. Démarré le 28 mars dernier, le dialogue national inclusif et sans tabou initié par le président Libongo Ondimba laisse percevoir que la quasi-totalité des secteurs d'activité sont représentés à ce grand rendez-vous politique très attendu par une frange de la population. Le choix des panélistes n'est pas fortuit, semble-t-il, en fonction de l'étude de faisabilité en prélude à cette rencontre, d'où l'intérêt de notre rédaction de recueillir les attentes des jeunes au sortir de ces assises. En baladant notre micro, les avis convergent vers la négativité. Ce dialogue-là ne s'inscrit pas dans la logique de la jeunesse, tout simplement, parce que ça n'a aucun impact. Regardez l'environnement universitaire, ça devait être une préoccupation mentale auprès des gouvernants pour pouvoir associer la jeunesse dynamique, habilitée à pouvoir penser sur les questions de développement dans notre pays. Mais nous constatons que ces hommes politiques, ces gouvernants, n'ont pas fait asseoir encore la première conception mentale qui nous amène à développer le secteur scientifique. La preuve, regardez l'environnement universitaire. Comment voulez-vous accepter un dialogue si déjà, de nos jours, nous souffrons de l'archaïsme scientifique au sein de cette institution? Il n'y a pas de route, il n'y a pas de solution, rien des étudiants ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, je ne pense pas que ce dialogue est bénéfique pour nous. C'est une mascarade. Ça n'a rien à voir avec la conception de la jeunesse. En tant que jeune, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à quelque chose. Dès l'instant, ce sont les leaders politiques qui se retrouvent pour encore faire les mêmes choses. Je ne pense pas que ce sera profitable pour nous.
Si, unanimement, la jeunesse gabonaise s'abstient de dire que rien de bon ne sortira de là, alors, pour les hommes avertis, il semblerait que ce soit une rencontre entre amis et non de débattre des véritables problèmes qui minent non seulement la société, mais aussi la population. Nous restons toujours en politique. Après plus de 30 ans au cœur de la politique gabonaise, le leader du Rassemblement pour le Gabon RPG, Père Paul-Mba Abesolo, a décidé de se retirer de la scène politique. Une retraite, dit-il, bien réfléchie, estimant qu'il est temps de passer le témoin, le recours avec, sinon, l'histoire de l'homme avec Arnaud Mbabekunga. Né le 9 octobre 1939, Père Paul-Mba Abesolo fut tour à tour président du Rassemblement national des bûcherons, puis du Rassemblement pour le Gabon. Opposant de poids au régime de Omar Bongo Ondimba, acteur politique populiste au début des années 1990, il a occupé de hautes fonctions dans l'administration publique gabonaise en devenant vice-premier ministre, ministre de la Culture, des Arts, de l'Éducation populaire, de la refondation de l'État et des droits de l'homme sous le régime d'Omar Bongo Ondimba, qu'il a toujours rejeté et combattu. Paul-Mba Abesolo quitte la scène politique. Il y va de la présidence de son parti politique, le RPG, une retraite politique inattendue, voire impensable, il y a encore quelques mois. À 78 ans, le natif de Meduno est resté très remarquable par son timbre vocal qui se distinguait lorsqu'il répondait aux médias sur les questions qui touchent à la vie politique, économique et sociale de son pays, le Gabon. Candidat en 1993, 1998, 2009 et 2016, Paul-Mba Abesolo a totalisé 4 tentatives à l'élection présidentielle, hélas sans succès. Il se met en retrait de l'activité politique sans que son concept d'école cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous ne se traduise en actes. Une fin de parcours politique surprenante, sa succession à la tête du Rassemblement pour le Gabon RPG s'ouvrira très bientôt. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières qui nous amène d'abord en Côte d'Ivoire où l'ex-première dame Simone Gbagbo, acquittée de crimes contre l'humanité, le verdict est tombé ce matin et nous croyons tout simplement que la population ivoirienne ne se reconnaît pas dans ce verdict. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Coup de théâtre à la cour d'assises d'Abidjan. L'ancienne première dame Simone Gbagbo a été jugée non coupable de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Contre l'avis du procureur général qui avait requis une peine de prison à vie. C'est la tristesse et la désolation pour les victimes en Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire vient de démontrer qu'elle n'a ni la capacité ni la volonté de rétablir les victimes dans leur dignité. Nous appelons à l'exécution immédiate du mandat d'arrêt à l'encontre de Simone Gbagbo. Il faut qu'elle se retrouve à la CPI. Il n'y a que cette justice internationale qui pourra lutter efficacement contre l'impunité en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo n'était pas au tribunal pour se réjouir de cette décision.
Depuis le mois de novembre, elle boycotte le procès qu'elle juge inéquitable. L'avocat de la première dame a toutefois fait part de son soulagement. Je pense que les jurés et même les magistrats de la cour d'assises ont eu beaucoup de courage parce que ce n'était pas évident de rendre une telle décision dans un tel environnement politique. Rendre une telle décision, qui est la décision la plus juste, c'est la reconnaissance d'un dossier vide, mais c'est surtout la reconnaissance de l'innocence de Mme Simone Gbagbo. Arrêtée en septembre 2011, Simone Gbagbo était soupçonnée d'être impliquée dans des tirs d'obus sur un marché d'Abidjan et d'avoir commandité plusieurs assassinats dans le but de maintenir son mari au pouvoir après l'élection de décembre 2010. Président sortant, Laurent Gbagbo avait alors refusé de reconnaître la victoire de son opposant Alassane Ouattara. La crise avait fait plus de 3000 morts en 5 mois. Malgré cet acquittement, Simone Gbagbo n'a pas été libérée. Elle purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. En France, l'annonce du soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron est loin d'être accueillie chaleureusement au quartier général d'En Marche. Voilà. J'y arrive. Au contraire, l'actuel favori des sondages pour la présidentielle rappelle qu'il compte à renouveler les visages. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Le PS est habitué aux mots qui font mal. Mais ceux écrits ou prononcés aujourd'hui donnent l'impression d'un parti au bord de l'implosion. Arnaud Montebourg. Chacun sait désormais ce que vaut un engagement signé sur l'honneur d'un homme comme Manuel Valls. Rien. La députée Karine Berger. Un seul adjectif pour qualifier le comportement de Manuel Valls. Minable. L'élu de Marseille Patrick Menucci. Manuel Valls, tu nous fais honte. Et ce n'est pas plus aimable en version orale. C'est un déni de démocratie. On perd une élection et donc on est mauvais perdant, on va soutenir un autre candidat que celui qui l'a gagné. Aux côtés du candidat cet après-midi, Martine Aubry résume sa pensée en une formule qui se ressemble, s'assemble. Quand on ne respecte pas la parole donnée, et je parle à la fois de Macron vis-à-vis du président de la République ou de Valls, quand les valeurs et les idées passent au second plan, quand les intérêts personnels et l'envie du pouvoir pour le pouvoir sont en premier lieu, eh bien on se ressemble et on s'assemble. Mais le choix de Manuel Valls trouve aussi quelques défenseurs. La réalité, c'est que ce n'est pas Manuel Valls qui a choisi Emmanuel Macron. C'est une grande partie de l'électorat de gauche qui a fait ce choix, et depuis de longues semaines maintenant. Et donc, insulter Manuel Valls, c'est insulter ses électeurs. C'est pas très intelligent. Alors le PS, qui en a vu d'autres, peut-il survivre à cette crise? Son premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, publie cette lettre cet après-midi, tentant de ramener le calme. Les tenants de la Saint-Barthélemy socialiste sont toujours de très mauvais conseillers. Il faudrait stigmatiser, exclure, couper. Qui peut croire que ce nouveau feuilleton servirait notre candidat? Si le feuilleton a commencé, le mot « fin » n'est pas près d'être écrit. De retour à Libreville, une note de sport. Les doutes planent sur la participation du Stade Mondji à la prochaine Coupe du Gabon de handball à Mula. Les joueurs et le staff technique cumulent 7 mois d'arriérés et de salaire. Et Franck Bioguezo, reportage. Le Stade Mondji version handball pourrait ne pas être à Mouila pour défendre ces 2 titres obtenus l'an dernier lors de la Coupe du Gabon senior messieurs et dames de handball. Si cette absence est confirmée, le nombre des participants pourrait connaître cette année une réelle régression, contrairement à l'édition passée où le nombre des clubs était plus corsé. Cette défection du club phare de la province, le Goué-Maritime, si elle est effective, pourrait offrir de nouvelles brèches à des formations moins cotées sur le plan local et de chercher pourquoi pas à s'offrir une place au soleil au soir du samedi 8 avril, date arrêtée pour les finales de cette épreuve. Revenons-en aux faits, semble-t-il, des joueurs et le staff technique du Stade Mondji boycottent les séances d'entraînement depuis plusieurs semaines. Les raisons de ce comportement plutôt étrange des joueurs de la capitale économique, le conseil d'administration de cette entité cumule plusieurs mois d'arriérés de salaire. Certaines langues ont commencé à se délier. On parlerait de 7 mois d'impayés, une situation d'autant plus anormale pour cette entité, du moins Omnisport, qui reçoit régulièrement des subventions allouées par l'hôtel de ville de Port-Gentil. C'est avec regret que les stadistes devraient donc vivre cette épreuve loin des parquets et ne seront plus en mesure de défendre leur trophée.
Et avant de nous dire au revoir, votre rubrique Expression libre, voici la question qui vous a été posée. Combien de quartiers compte Libreville? Les éléments de réponse des uns des autres au micro de Francis Obam face à la caméra de Bertrand Koumileka. Il fallait tout simplement nous proposer 151 quartiers, c'est ce que compte la ville de Libreville. Pour ceux qui ne le savaient pas, Libreville compte 151 quartiers. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de main de maître par David Mitola. Les cadres étaient assurés par Bertrand Koumileka. On se donne rendez-vous d'ici là. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.